Alors, avant de passer de Stoker à autre chose, un petit focus rapide sur son Dracula. Dracula décide de venir de Transylvanie en Angleterre afin de s'en prendre à une femme, Mina Harker. Et là, on a un premier parallèle entre le baron qui se rend d'Angleterre à la Transylvanie pour s'en prendre à une femme, mais aussi de Voldemort qui se rend en Albanie depuis l'Angleterre. Pourquoi Dracula fait ce voyage? Car il voit en Mina Harker l'image de la femme qu'il aimait jadis, et qui est morte alors que lui-même est condamné à vivre éternellement. Ce qui nous rappelle encore l'éternel lien fait entre Harry et Lily. Ce faisant, Dracula s'en prend à une autre femme, une amie de Mina Harker, Lucy, qui devient sa goule avant de la transformer en vampire. Cette Lucy est accompagnée d'un homme nommé Arthur Holmwood, et selon certaines versions, il est ou son mari ou son père. Holmwood voulant dire bois de chêne vert, et sachant le soin que Rowling a porté sur le choix des noms de ses personnages ainsi que le bois de leur baguette, on va garder cet élément dans un coin de notre tête. Quant à Lucy, sa mission pour Dracula est d'enlever des enfants. Arthur, son père-mari, sauvera Lucy de la malédiction vampirique, mais ne parviendra pas à lui sauver la vie. Alors on se souvient que c'est le nom de Hugo, le fils d'Hermione, qui nous avait conduit à Vlad Tepes via l'œuvre Les Châtiments, écrite en 1859 par Victor Hugo, soit près de 40 ans avant Stoker. Mais il se trouve que lors de la toute première adaptation du Dracula de Stoker au cinéma, en 1922, sous le nom du Nosferatu, le réalisateur s'est lui appuyé sur l'œuvre d'un illustrateur nommé Hugo Steiner Prague. Alors pour le coup, cette petite coïncidence amusante vient marquer plus fort tout ce qui ne relève pas justement de la coïncidence. Au titre des éléments notables à retenir, dans le Nosferatu, le vampire craint le soleil, ce qui n'est pas le cas dans le Dracula de Stoker. Également, Stoker donne à son vampire de nombreux pouvoirs, comme de se transformer en brume ou de voler, mais également un autre qui fera partie des thèmes de la saga Harry Potter, celui de l'invisibilité. Alors au-delà de Bram Stoker, ce premier fil rouge qui nous a conduit hors de la saga de Rowling, c'est donc le prénom du fils de Ron et Hermione, Hugo. Et un autre prénom, celui d'Helena, Serre d'Aigle. On le sait, les noms et prénoms ont tous un sens, une portée particulière. Ils sont toujours révélateurs d'une petite histoire dans l'histoire de Rowling. Et pourquoi Helena? Parce qu'après Victor, un autre Hugo émerge dans la littérature liée au fantastique, mais surtout aux vampires. Parce que c'est là le nom d'un des personnages de la série Vampire Diaries. Il apparaît dans la deuxième partie de la série, le journal de Stéphane. On y reviendra. Cependant, la lecture du synopsis attire immédiatement l'attention. Cette série télé, c'est avant tout un autre roman destiné à la jeunesse, écrit par une autre femme, Lisa Jane Smith, qui elle aussi a régénéré un genre littéraire en revisitant le genre des histoires d'amour pour adolescentes, mais en y mêlant du fantastique, et en l'occurrence des vampires. Et son histoire concerne une jeune héroïne nommée Helena Gilbert, dont les parents sont morts dans un accident de voiture, et qui retrouve soudain le goût de vivre, lorsque le jeune vampire italien Stéphane Salvatore entre dans sa vie. Elle met alors tout en œuvre pour le séduire. Si on reste sur les noms, on note que l'auteur se nomme Lisa Jane. Avec Lisa, Rowling a escamoté le A et on tombe sur le lys, Lily. Mais d'autre part, le deuxième prénom de l'auteur est Jane, et le deuxième prénom de Hermione est Jean. Donc en fait, Rowling a interverti le E et le A, passant de Jane à Jean. Et rien que là, on pourrait s'arrêter. Elle fait un lien entre Lily, le lys, et Hermione, Jean. Et d'ailleurs, Rowling a attiré l'attention sur ce prénom de Hermione, où elle a expliqué qu'elle l'avait changé, et que ça devait être un autre avant, etc. En gros, elle nous a invités à s'interroger sur ce prénom. Et là, on voit ensuite le nom du héros, Stéphane Salvatore. Et lui, il porte les mêmes initiales que Severus Snape, Rogue en anglais. Et ici aussi, il est indéniablement fait référence directe à un vampire. Ensuite, il y a les descriptions générales des deux héros. L'apparence générale de Rogue est assez proche de l'archétype de l'italien romantique, fougueux, ténébreux, avec ses cheveux noirs, longs. Et ensuite, on a les yeux de Helena, qui eux sont souvent comparés à des rubis. Et là, on a Rubeus Hagrid. Donc on retrouve ce lien d'initiateur entre Severus et Lily, via les yeux façon Rubeus. Ici, on retrouve le trait familier qui caractérise Harry vis-à-vis de Lily, ses yeux, mais également, on a cette allégorie avec Hagrid. Dans la continuité, on voit ensuite que Stéphane Salvatore est décrit avant tout comme serviable, et c'est ce qui le caractérise. Mais de serviable, on en vient à Severus. Et comment est-ce qu'on tourne en ridicule quelqu'un de serviable? En le traitant de servile. Et là, on en vient à James Potter, qui se moquait de Rogue en l'appelant Servilus. Mais ça s'arrête pas là, ça commence en fait. Également, dans Vampire Diaries, Helena est la reine du lycée. Alors au-delà de l'école Poudlard, on verra aussi plus loin pourquoi ce nom peut faire référence à la fille d'Hermione. Mais aussi, on trouve encore une référence avec une autre auteure ayant complètement renouvelé le genre du vampire.
Anne Rice, avec sa saga Lestat le vampire, dont un des tomes s'intitule La Reine des damnés. On notera que c'est dans la saga de Rice que sont amplifiés le besoin des vampires d'éprouver de la passion, des sentiments, car c'est tout ce qui les maintient encore en vie, surtout quand ils ont tout vu, tout connu, sont très anciens. Cette recherche de la possibilité d'éprouver encore quelque chose qui les rapprocherait un peu de leur humanité perdue. C'est là qu'on pense à Rowena Serdaigle qui meurt de chagrin. Ainsi, le comte Dracula s'en prend à Mina Harker, car elle reconnaît en elle l'amour qu'il a perdu auparavant. Idem chez Anne Rice, avec Louis, l'enfant de Lestat, devient le faire-valoir émotionnel du vieux vampire. Idem encore dans Vampire Diaries, car Stéphane voit en Helena l'image d'un amour perdu. Et tout comme enfin Rogue, qui voit en Harry l'image de Lily. Bon, encore une petite louche, toujours pas convaincu. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut voir. Mais c'est parti. Stéphane Salvatore s'est transformé à cause d'une vampire, Catherine, qui est amoureuse de 2 hommes. Elle a eu un enfant hors mariage. Elle devait servir de sacrifice, mais se suicide pour échapper à une malédiction, ce qui la transforme en vampire. Quand Catherine rencontre Stéphane, elle lui fait d'abord boire son sang à son insu, afin de le dominer mentalement, l'hypnotiser. Elle en fait sa goule. La mère de Stéphane Salvatore se nomme Lily. Stéphane est responsable de la mort de son frère, Damon, et de sa transformation également en vampire. Dans Vampire Diaries, Stéphane est le bon vampire, son frère, Damon, le mauvais vampire. Et les 2 frères se sont entretués pour l'amour de Catherine, alias Helena. On retrouve là l'antagonisme James Severus autour de Lily. Stéphane et Damon peuvent résister au soleil grâce à une bague ensorcelée. Helena Gilbert, quant à elle, finit par mourir car elle se sacrifie. Puis elle revient à la vie, sous la forme d'un ange, au pouvoir qu'elle ne contrôle pas. Stéphane, lui, un temps amoureux d'Helena Gilbert, a la capacité de se transformer en aigle. Et là, on revient encore au conte albanais, qui nous rappelle Helena Serdaigle, qui, elle, est restée auprès des humains sous forme d'un fantôme, l'allégorie d'un souvenir, une apparence de la vie. Comme autre point de référence intéressant, les romans de Vampire Diaries sont sortis en 91-92, c'est-à-dire l'année de l'arrivée à Poudlard de Harry, Ron et Hermione. D'autres clins d'œil à Vampire Diaries se retrouvent chez Rowling. Par exemple, on y trouve un hôpital Fleur de Lys, où une des héroïnes vampires travaille. Son histoire comme vampire a commencé à cause d'un loup-garou, dans un contexte incluant un chêne. Dans Harry Potter, lorsque Arthur est soigné à Sainte-Mangouste, il rencontre un loup-garou. On se souviendra du Arthur Holmwood, bois de chêne, de Stoker. Mais aussi que Hermione a pour patronus une loutre, qui est de la même famille que la mangouste, tout comme Fleur est de la même famille d'Hermione. Mais surtout, Lily, le lys, Fleur de Lys. Dans Vampire Diaries, on a Shinichi, un démon renard, qui lui se nourrit du malheur des autres. Et on a un autre canidé qui est lui mis en rapport avec le bonheur cette fois-ci, versus les détraqueurs et Sirius. Mais également, Shinichi ouvre un site internet qui n'est visible que par les vampires, c'est-à-dire les non-vivants. Un peu comme seuls ceux qui ont vu la mort peuvent voir les sombrales. Une des façons de tuer Shinichi est le regret, à l'image des sentiments de Rogue, qui au contraire, lui, l'anime. Et comme chez Anne Rice, donne dans cette optique une raison d'être à la puissance éternelle de son amour pour Lily. Bon, ça y est, vous commencez à avoir un peu chaud, parce que c'est à partir de là qu'on commence à s'amuser. Alors que Hermione et Ron sont parents de Hugo dans le livre paru en 2007, une suite à Vampire Diaries est écrite en 2010, le journal de Stéphane, où dans le tome 2, on trouve 2 frères vampires également, Percy et Hugo. Dans un autre tome, le frère de Stéphane, Damon, est quant à lui capturé pour être exhibé dans un cirque. Puis encore, le vampire Stéphane, capable de se transformer en aigle, quitte l'Europe pour New York. Donc là, on retrouve différents détails qui nous renvoient d'une part au Weasley, mais aussi qu'on retrouve 6 ans plus tard, en 2016, dans Les Animaux Fantastiques. C'est à croire que les 2 auteurs s'amusent à se lancer la balle en argent. De ce point de vue, il serait intéressant de savoir si les 2 auteurs ont connu la même pression pour publier sous couvert d'initiales leur roman jeunesse à la même période. L.J. Smith pour l'une aux États-Unis et J.K. Rowling pour l'autre en Angleterre. Partant de l'extérieur, on revient vers l'intérieur. Fort de tout ce système de correspondance, et à présent qu'on est un peu plus assuré de la validité de la théorie des vampires dans la saga de Rowling, observons certains points clés du mythe du vampire, largement développé de manière factuelle dans Harry Potter. Et en premier lieu, tout ce qui a trait au métissage, l'hybridation, la transformation, la métamorphose. En un mot, la nature des êtres magiques. Là aussi, on va pouvoir constater que bien qu'on ne parle pas des vampires directement, on en parle au minimum indirectement, par défaut, déduction. La plupart des situations et des personnages que Rowling a mis en place pointent, d'une manière ou d'une autre, à un moment, vers les thèmes du vampire. En premier lieu, le sang mêlé. Un humain qui serait un mélange entre 2 genres, les sorciers d'un côté, moldus de l'autre. On l'a abordé, mais la terminologie de sang pur, sang mêlé et sang de bourbe prend un second degré très éclairant du point de vue vampirique. Ensuite, les Vélanes.
Et là, on aborde divers points assez importants. Premièrement, les vélanes sont décrites comme capables d'hypnotiser de par la seule nature de leur sang, à l'image des vampires. Mais par ailleurs, si la fureur les emporte, si elles perdent le contrôle, elles se transforment alors en harpies, c'est-à-dire la créature féminine à l'origine du mythe des vampires. C'est là qu'on en vient à Gilderoy Lockhart, qui serait un semi-vélane, pour expliquer l'effet qu'il fait aux femmes, qui est identique à celui que font les vélanes aux hommes. Il les charme et il les hypnotise par sa seule présence, son sourire. Non seulement on a là ces notions d'hybridation possibles entre à peu près tout et n'importe quoi dans le monde magique, mais surtout on a l'information qu'Hermione est inexplicablement, selon Ron, sous le charme de Lockhart. Ce qui en soi fait réfléchir sur les dons d'Hermione. Soit ils ne sont pas encore développés, soit en tout cas on est dans un rapport de référence dans l'idée d'un métis très particulier. Et c'est ce qui vient alimenter cette idée qu'elle soit un semi-vampire. Pour peu que les actions d'Hermione dans la saga soient mises en correspondance avec le vécu de personnages, notamment de Lily, et donc là notamment pour le coup en résonance avec d'autres thèmes du vampire via d'autres personnages, que ce soit Rémus, que ce soit Lockhart, etc. Ensuite on a une Vélane harpie et un homme loup-garou, le mariage entre Bill et Fleur. Une série d'indices supplémentaires apparaissent avec Fleur, pointant vers l'idée d'une Hermione métissée de vampire. Premièrement, Fleur, la demi-harpie, Flurk, a une baguette de bois de rose, du même nom donc que la fille d'Hermione. Les deux ont du coup pour point commun de porter un nom en rapport avec le langage floral, tout comme Lily. Et ce duo Vélane harpie loup-garou rentre en résonance directe avec un autre duo, Rogue-Rémus, mais aussi un autre couple, Tonks et Rémus, une métamorphomage et un loup-garou, qui auront un enfant dont on sait seulement qu'il est métamorphomage, sans les traits du loup-garou. Et surtout cet enfant sera le filleul de Harry, mettant en écho leurs histoires. Les loups-garous relèvent à peu près du même schéma que les vampires, c'est-à-dire qu'il s'agit d'hybrides humains-créatures affligés d'une malédiction, notamment du sang. Mais il y a une différence capitale entre les vampires et les loups-garous. Le loup-garou est soumis à sa métamorphose, alors que le vampire, a priori, la contrôle. Là où dans le cas du premier, il y a une perte de contrôle de sa conscience, qui n'est historiquement pas le cas chez le vampire, puisqu'il peut se retransformer en humain lorsqu'il le souhaite, comme un animagus. Donc on a là un triptyque entre choix et soumission, avec pour intermédiaire la Vélane. Ensuite, on a les centaures et les sveltes sirènes, qui sont des espèces à part entière, naturelles, versus le vampire ou le loup-garou, avec qui on parle de malédiction. On sait que ces deux catégories ont spécifiquement demandé à être classées parmi les animaux magiques, et on sait aussi que c'est pour ne pas avoir à être classés parmi les êtres comme les vampires. Ensuite, la métamorphose magique, un art où McGonagall est réputé être vachement doué, toujours selon Ron. Puis les animagi, qui sont eux le résultat d'un choix de la part du sorcier. Il y a un rituel à effectuer pour acquérir cette compétence, qui les distingue donc des loups-garous, des vampires, des vélanes, etc., etc. Dans la théorie du rogue vampire, on a pu dire qu'il serait un animagus de chauve-souris. Mais c'est peu probable, car la faculté des vampires à la transformation est naturelle. Il ne s'agit pas d'un rituel de type animagus, comme la vélane ou la métamorphomage. D'ailleurs, elle nous apprend elle aussi que selon son état émotionnel, elle peut perdre le contrôle sur ses métamorphoses. Il se peut qu'on en oublie, mais nous avons là déjà une grosse somme d'informations avant d'en venir à 3 autres types d'hybrides: Hagrid, le semi-géant, Patenron, un semi-flaireur, et Nagini, une malédictus. On a un croisement entre un chat classique et un flaireur, et ensuite un être humain condamné à se transformer définitivement. Et c'est avec ces deux-là qu'on va pouvoir par la suite aborder Voldemort et sa quête de l'immortalité, qui est, on le rappelle, le point central essentiel du livre, mais aussi du mythe du vampire. Mais avant de pouvoir parler de Patenron, on va faire un petit détour par les livres et références directes aux vampires dans la saga. Alors un point déjà à noter, c'est que le vampire, même s'il reste dans l'ombre, il est pourtant cité dans chaque roman. Déjà on peut commencer avec la théorie faisant de Irma Pince la mère cachée de Rogue, parce qu'elle donne un autre élément de ce fonctionnement en miroir. Elle est censée apparaître à chaque chapitre, suivant un moment où Rogue a un rôle particulier, et son intervention est en résonance avec les actions de Rogue, elles lui sont similaires. Si on suit ce fil logique, donc de miroir, de comparaison, etc., on va alors pouvoir reconsidérer les différentes références directes faites aux vampires et prêter attention aux personnages qu'elle pointe explicitement. Un premier personnage, pas le moindre, Quirrell, explique avoir rencontré des vampires et des harpies pendant ses vacances en Albanie. L'Albanie, d'où il a ramené Voldemort. À titre de leçon sur les créatures, Hagrid explique à Harry que depuis, Quirrell est terrifié en permanence. Ce détail est notable également car il laisse penser que le danger peut surgir n'importe où, n'importe quand, même à Poudlard. Ça aussi on verra que ça a une importance. Et dans l'ensemble, ce personnage de Quirrell peut faire penser à Pétunia, toujours aux aguets et sur les nerfs. Dans la saga, il est fait référence directe à 3 livres traitant des vampires. Frères de sang, Ma vie chez les vampires, de Eldred Wurple, donc l'auteur qui est invité à la fête de Slughorn. Monologue avec un vampire, d'Amarillo Lestoat, donc là on a une référence directe
avec Lestat le vampire de Anne Rice, et Voyage avec les vampires de Gilderoy Lockhart. Lockhart met en scène un passage de ce livre en cours de défense contre les forces du mal. Et dans cette mise en scène, Harry doit interpréter un vampire devenu végétarien qui ne peut plus manger que de la laitue après que Lockhart l'ait combattu. Par ailleurs, on nous dit que Hermione, cette année-là, est souvent plongée dans ce livre de Lockhart. Si on revient un peu sur tout ce qu'on a déjà remonté, on a encore ces liens forts qui entourent Hermione et cette histoire de vampire. Ces dents de lapin qui nous font passer aux fantômes, puisque le moine gras pouvait faire apparaître des lapins, et du moine gras on passe à Nick quasi sans tête, qui lui a voulu soigner des dents anormalement longues et a fait apparaître des crocs géants, mais encore on souligne le rapport de Hermione au livre. Et en point final, toute cette petite mise en scène nous indique qu'on pourrait guérir le vampirisme, un peu à l'image de la potion Tulou, si l'on en croit Lockhart, qui aurait passé le goût du sang à un vampire. La narration ensuite se construit d'une année sur l'autre, les références aux vampires d'une année sur l'autre semblant se répondre d'un livre à l'autre. Après ce cours, c'est Neville qui demande à Harry s'il faut faire manger de l'ail aux vampires pour les chasser. Il en parle discrètement, mais à cet instant surgit Rogue qui les chasse eux. Et là, ça nous met aussi à la puce à l'oreille sur la théorie du rogue vampire, parce que cette ouïe très fine est aussi une caractéristique des vampires. Mais également, cette capacité à pouvoir apparaître comme de nulle part quand on les appelle, quand on parle d'eux. Et c'est probablement ce qui suscite cette frayeur permanente chez Quirrell, et par extension, qu'on suppose chez Pétunia. Pendant ces cours, nous sommes à présent avec Rémus le loup-garou, et ici commence le grand jeu de miroir entre lui et Rogue, dont on rappelle que les loups-garous et les vampires, dans la littérature vampirique, sont un peu un miroir l'un de l'autre. Rogue, qui on le rappelle, trouvait grâce aux yeux de Rémus du temps des maraudeurs. Il ne souhaitait pas le harceler. Il se tenait en retrait quand James et Sirius s'en prenaient à lui. On peut alors songer à une forme d'empathie. Toujours cette même année, pour pouvoir sortir en cachette après Hollard, Harry prend comme prétexte de devoir retourner au château car il a oublié un cours, celui sur les vampires. Ça aurait pu être n'importe quel autre cours, mais surtout, on nous ouvre des liens vers le principe du secret, puisque Harry utilise un souterrain, du subterfuge, du mensonge, puis le prétexte de la sortie, pour aller acheter des bonbons, qui nous conduit à Hermione et ses sucettes au sang. Ce type de boucle est très utilisé pour désigner l'importance d'un sujet par Rowling, et il y en a de nombreux exemples. Puis une autre scène, concernant encore les mêmes personnages, se déroule autour de ce cours sur les vampires, entre Rogue, Harry, Ron et Rémus. Et là aussi, le cours sur les vampires est utilisé comme un prétexte. Peut-être est-ce que c'est un parallèle à faire avec la saga, utilisée comme prétexte à traiter le thème du vampire. L'année suivante, c'est Percy qui se plaint d'un livre de Rita Skeeter traitant des vampires et réclamant qu'on leur fasse la chasse. Donc on se rappelle de cette théorie qui fait de Rita Skeeter l'avatar de Rowling. Est-ce que Rowling, via Percy, nous invite à une chasse aux indices sur les vampires? D'une année à l'autre, d'une intervention à l'autre, en miroir, on trouve donc l'idée que l'auteur nous invite à une chasse aux indices. Tout comme la thématique du vampire surgit l'année suivante dans un autre contexte de chasse aux indices, avec Hagrid, lors de sa chasse aux géants invisibles, pour reprendre le titre d'une des nouvelles de Stoker. Et Hagrid a une rencontre désagréable dans un pub, avec un vampire. Sachant que lors de rencontres de ce type, Hagrid a pu ramener un chien à trois têtes ou un dragon ou encore Aragog, qu'a-t-il pu retirer de ce vampire? C'est une sensation désagréable. Cette rencontre est suffisamment notable pour que le gardien des clés de Poudlard la mentionne. Plus tard, lors de ses buses, Harry est dans le doute sur le statut des vampires par rapport au code magique, qui là aussi nous renvoie à cette notion de flou autour du statut du vampire, balancé entre différentes natures de créatures magiques, entre magie noire et magie blanche. On reste dans l'incertitude, un entre-deux, éprouvé par Hagrid ou Quirrell. Et enfin, dernière année, Slughorn qui invite à sa fête le vampire Sanguini, et lui aussi à sa carte Choco-Grenouille. Et d'ailleurs, le passage nous montre qu'il est plus attiré par un groupe de jeunes filles que par de la nourriture. Un autre clin d'œil est intéressant, c'est qu'on trouve dans le nom de Sanguini l'anagramme de Nagini's, au pluriel, ou en anglais la contraction du is, en S', Nagini. Sanguini est par ailleurs l'ami de Eldred Wurple, l'auteur de Frères de sang, Ma vie chez les vampires. Et ça c'est donc un indice fort sur cette histoire de pacte de sang et de relations humains-vampires. Mais plus loin, on voit aussi que Wurple, pendant la fête de Slughorn, cherche, comme Rita Skeeter a pu le faire, à interviewer Harry pour écrire sa biographie. Donc là, on a une invitation à étudier la vie de Harry via un auteur lié aux vampires. Donc encore dans les références directes, toujours dans les Choco-Grenouilles, on a une Camilla Sanguina, on a donc Sanguini, on a l'Estoat, et aussi nommé tel quel le comte Vlad Dracula, le grand-père de Vlad Tepes. Dracul, qui en roumain signifie dragon, si on voulait un lien supplémentaire vers Serpentard, ou à minima vers le basilic. Histoire d'enfoncer le clou dans le cercueil,
Camilla Sanguini, elle, est un avatar d'une femme qui a vraiment existé et qui est considérée comme une des pires tueuses en série de son temps, qui a donné lieu à une véritable légende, Elisabeth Báthory, une aristocrate hongroise. Avec elle, Rowling nous donne encore d'autres liens vers la saga. Báthory, qui a été convaincue d'innombrables meurtres, a été condamnée à la prison à vie dans son propre château, et elle était surnommée la comtesse sanglante. En guise de petites cerises empoisonnées sur le gâteau, le blason de la famille Báthory représente un grand dragon vert enroulé sur 3 crochets de serpent. Toujours dans les Choco-Grenouilles, on trouve encore un Bloodwind Bud, un vampire qui chantait pour ses victimes avant de les mordre. Et là, on pense à d'autres références, donc Touffu, et la musique nécessaire pour l'endormir, et les sirènes, dont le chant est capable d'hypnotiser. Donc connaissant l'intérêt que représentent les cartes de Choco-Grenouille en termes d'indices utiles, toutes ces références sont éloquentes dans le contexte. De la même manière donc, le vampire Lestoat, qui lui écrit un autre livre référence, Monologue avec un vampire, c'est une allusion directe à Anne Rice, dont le premier livre s'intitule Entretien avec un vampire. Et le livre de Lestoat, c'est Rowling, est destiné à endormir le lecteur à sa lecture, afin que Lestoat puisse venir mordre le lecteur. Donc là, on a 2 fils d'idées, celui de l'hypnose, mais aussi l'idée que lire le livre reviendrait à penser au vampire. Donc ça peut le faire venir. Également, on trouve la notion de consentement, liée à un livre ensorcelé. Et là, ça nous ramène non seulement au journal de Gédusor, mais au livre de potions du prince de Sang-Mêlé, et à la relation Lily-Séverus. Reliant les personnages et les histoires, on trouve donc comme pivot dans le triangle Lily, Rogue, Hermione, le livre du prince de Sang-Mêlé. 2 indices au départ peuvent laisser penser que ce livre soit le fruit du travail commun de Lily et Rogue. D'une part, les deux faisaient partie du club de Slug, ce qui souligne les grandes qualités de la jeune Lily. Ensuite, le livre contient non seulement des recettes de potions, la partie de Rogue, mais également des sortilèges. Une partie où on apprend que Lily était excellente. Ce qui nous donne à penser que Rogue soit extrêmement compétent dans tous les domaines s'il a fait les deux. Mais sachant que c'est également le cas de Lily et qu'ils étaient très liés, on peut imaginer que certains de ses sorts, voire l'amélioration des recettes, aient été élaborés à 2. Dans cette idée, le livre serait donc le résultat d'un prince, un vampire, et d'une Sang-Mêlée, une goule en passe d'être élevée au statut de vampire. Rogue et Evans. Et au minimum, même si Lily n'a pas travaillé sur le livre, on peut fortement penser qu'elle en avait au moins connaissance. Et c'est là qu'on retrouve ce jeu d'allégorie dans la réaction viscérale d'Hermione en étant confrontée au livre du prince. Mais ça pointe comme lien entre Lily et Séverus un objet qui définit Hermione au même que le balai définit Harry. Par transposition, si on considère que le livre est l'enfant de Lily et Rogue et qu'on le compare au lien fort d'Hermione avec les livres, on trouve une association d'idées tout aussi forte. D'ailleurs, Rowling parlera de sa saga comme de son bébé, son enfant. Et ce rejet d'Hermione envers le livre serait donc l'équivalent du rejet de Lily envers l'enfant de Rogue. La rencontre avec James a donc joué pour Lily le rôle de repoussoir. Elle a quitté le côté sombre vers lequel l'entraînait Rogue. Lily suit en quelque sorte le même parcours de rédemption que Dumbledore vis-à-vis de Grindelwald.